Bienvenue dans Expertise croisée, le podcast de Nexialogue. Ici, nous décryptons les enjeux du risk management et de la data. Que vous soyez professionnel de la finance et des données, étudiant ou simplement passionné, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous accueillons Arthur Charpentier. Arthur est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Arthur, bonjour. Bonjour. Alors Arthur, il y a 1 an exactement, tu as sorti le manuel d'assurance. Quelle a été la genèse de ce projet et quelles seront les prochaines étapes ? Le projet est né pendant la Covid. De mémoire, c'était Gilles Bénéplan qui m'avait contacté en partant d'un constat assez simple qui était qu'il y avait beaucoup de livres de finances qui existaient. En particulier, Gilles était un grand fan du Vernimmen et son point de départ était pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même chose en assurance ? Et de manière un peu prétentieuse, on s'est dit qu'on pouvait l'écrire. Donc on a lancé effectivement ce manuel de l'assurance. On a fait venir Patrick Toureau dans l'équipe parce qu'on avait besoin aussi de quelqu'un qui avait beaucoup de recul sur le métier. Et donc on a eu ce projet un peu ambitieux, je pense, d'avoir un manuel qui explique les fondamentaux de l'assurance. Un grand public, alors même si la cible est plutôt effectivement des étudiants qui veulent entrer dans des formations en assurance. C'était pas forcément un manuel technique comme j'ai pu en écrire à côté. Là, on était vraiment sur des personnes qui veulent travailler avec des agents d'assurance, qui veulent travailler sur de la réassurance. Donc, c'était vraiment poser les bases des fondamentaux de l'assurance. On voulait un livre un peu international aussi, même si on s'est rendu compte assez vite que c'était difficile de quitter le modèle français. Il y a des choses qui sont assez spécifiques à la France et qu'on retrouve pas en Amérique du Nord, mais l'idée était quand même d'extraire les principes généraux et pas faire un livre de droit. Il y a des très bons livres de droit qui existent, mais c'était pas forcément de faire du droit ou de la réglementation, c'était vraiment d'extraire les fondamentaux. Donc on s'est lancé dans la rédaction. Au début, on pensait que ce serait un petit livre d'une centaine, voire 200 pages. Et finalement, on a un peu dépassé la limite parce qu'on avait quand même beaucoup de choses à dire. Et parmi les prochaines étapes, l'idée était de se dire, on lance un premier tome. Et puis au fur et à mesure, on essaye de l'enrichir avec des sujets qui pourraient revenir d'actualité, qui pouvaient paraître un peu dépassés. Par exemple, on n'a pas grand-chose sur l'inflation et on redécouvre que ça peut devenir un sujet qui mériterait peut-être un petit chapitre. Donc voilà, donc on essaie de l'enrichir et on espère avoir des éditions futures qui seront un peu plus complètes. Bien écoute, Arthur, on souhaite le plus grand succès à cet ouvrage. Et je crois que tu as aussi fait un autre projet, qui s'est transformé en quasi-livre avec l'ILB, Assurance, Discrimination, Biais, Équité. C'est un sujet peut-être un peu plus pointu que celui du manuel d'assurance. Mais parle-nous de ce projet. Comment est-il arrivé et puis qu'as-tu fait dans ce projet ? Alors ce projet, c'est un projet un peu plus personnel. C'est effectivement moi j'étais devenu le fellow de l'Institut du Bachelier il y a plusieurs mois, et l'Institut du Bachelier publie régulièrement des petites notes, études et opinions, dans lesquelles on peut prendre un sujet et essayer de l'expliquer. Là encore, à destination de praticiens de la finance et de l'assurance. Donc le but n'est pas d'avoir des mathématiciens comme je peux l'avoir dans les autres articles que je peux écrire, ou des économistes, mais plutôt éventuellement des décideurs dans des compagnies d'assurance ou de banque. Donc l'idée était de prendre un peu de hauteur sur des sujets, et je m'étais dit que la discrimination pouvait être un sujet intéressant, parce qu'on le voit réapparaître depuis quelques années. Donc c'est un vieux sujet qui existe en assurance depuis très longtemps, qui pose vraiment les questions des fondements de l'assurance, en fait, comment est-ce qu'on peut légitimement vendre de l'assurance. La question de la discrimination, elle est là à la base, puisque les actuaires ont besoin de discriminer. Les juristes vont dire que la discrimination, c'est mal. Et donc, on a cette ambiguïté qui est complexe, sur laquelle je m'interrogeais beaucoup, et qui est aussi assez liée à des questions que je me posais à l'époque où je travaillais plus en économie, sur les questions des inégalités, du bien-être. Et je trouvais que toutes ces questions, on les retrouvait actuellement en assurance. On en reparlera peut-être un petit peu, mais par exemple sur les catastrophes naturelles, les questions de solidarité se posent. Et la question de la discrimination, en fait, est revenue au goût du jour essentiellement après beaucoup de publications en informatique. On a vu beaucoup de choses, de questionnements de personnes en informatique sur l'équité des modèles algorithmiques, par exemple. Donc il y avait un contexte général qui se prêtait assez bien à une réflexion sur ce sujet. Puis effectivement, voilà, je me suis lancé. Là encore, j'ai dépassé le nombre de pages qu'on m'avait demandé. Donc il y a eu cette version un peu longue qui était sur le site de l'ILB, de mémoire là aussi l'été dernier. Et j'ai une demande d'éditeur de chez Springer, effectivement, pour le transformer en un livre
en incluant des parties un peu plus techniques, puisque là, dans le cadre du contexte de cet article pour l'ILB, je revenais de manière un petit peu stratosphérique sur les questions de qu'est-ce que c'est que l'équité, qu'est-ce que c'est que la discrimination. Mais je voulais aussi apporter des réponses concrètes aux actuaires qui doivent derrière mettre en place les modèles. Et donc, je voulais rajouter des parties techniques. C'est une partie qui m'a pris presque 1 an à écrire pour m'assurer que les codes tournaient bien et essayer d'expliquer sur des exemples pratiques qu'est-ce qui se passe si jamais on met en place telle ou telle approche. Comment est-ce qu'on fait pour quantifier une discrimination et surtout comment est-ce qu'on fait pour la corriger. Oui, alors c'est vrai que le terme de discrimination est ambivalent. Il est plutôt positif pour un statisticien et plutôt négatif pour un juriste. Comment, Arthur, proposes-tu de faire de la discrimination au sens statistique du terme sans faire un traitement inégal au sens juridique ? C'est une vraie question qui est assez profonde. Enfin, moi, j'aime bien l'exemple de ce qui peut se passer, par exemple, aux États-Unis, où il y a eu toutes les questions sur le redlining. Donc, le redlining, c'était une pratique qu'on retrouvait à la fois chez les assureurs, mais aussi dans les établissements de crédit, qui étaient ces vieilles cartes dans lesquelles il y avait des zones rouges qui avaient été dessinées, dans lesquelles ils disaient les personnes dans cette zone soit n'auront pas de crédit, soit auront une prime d'assurance qui sera majorée. Et en fait, longtemps, ça a été perçu comme étant légitime, puisqu'en fait, effectivement, beaucoup de maisons dans ces quartiers étaient délabrées. Et donc, à la fois, le crédit, on se doutait bien que derrière, la valeur de la maison n'était pas aussi élevée que ce que pensaient leurs propriétaires. Et pour les assureurs, c'était la même chose. Le risque d'incendie, par exemple, était plus élevé. Donc, ça semblait pertinent puisque c'était une discrimination basée sur du risque. Et à partir de là, une discrimination basée sur du risque, l'approche économique dit que c'est rationnel et pertinent de discriminer sur cette base et de se dire que quelqu'un qui a plus de risques doit payer un peu plus cher. C'est relativement légitime, en tout cas pour des économistes. Et dans les années 70, en fait, on a vu, donc venant plus des sciences humaines, les sociologues dire, mais en fait, ces quartiers correspondent à des quartiers noirs, et donc en fait, ce que vous faites, c'est du racisme. Et le gros problème, c'est que toutes ces variables, en fait, sont corrélées entre elles, c'est-à-dire qu'effectivement, le caractère racial est corrélé à une richesse, qui est corrélé à un état des maisons, qui est corrélé à du risque. Et en fait, c'est très difficile de savoir. On se retrouve dans un problème qui est relativement mal posé, dans le sens où, tant qu'on n'a pas défini très clairement les termes, c'est difficile de savoir est-ce que le prix est élevé parce que les personnes sont noires ou est-ce que c'est des maisons qui sont délabrées. On pourrait se dire qu'il y a une question d'intentionnalité dans le racisme, sauf que c'est un point que remettent en cause beaucoup de juristes et de personnes en sciences humaines, qui est de dire qu'on n'a pas besoin intentionnellement d'être raciste pour l'être, et c'est aussi tous les débats qu'on voit ressortir sur le féminisme, sur les questions de genre. Et donc ça pose vraiment des questions compliquées. C'est comment est-ce qu'on fait pour établir qu'il y a une discrimination qui est produite. L'autre gros problème, c'est que la discrimination, elle se ressent individuellement par des personnes, mais elle ne peut s'établir que sur des bases statistiques. C'est que c'est pas la personne, elle n'est pas discriminée en elle-même, elle est discriminée parce qu'on pense qu'elle fait partie d'un groupe qui est discriminé. Donc on a besoin de voir le groupe en tant que tel pour établir une discrimination. Donc il y a vraiment ces questions très fortes entre l'individu, la collectivité, qui sont des questions sur lesquelles on avait aussi beaucoup réfléchi avec Laurence Barry, sur effectivement la personnalisation des primes qui s'oppose à la mutualisation des risques. Donc c'est vraiment des questions qui sont imbriquées les unes dans les autres, que je trouve passionnantes. Et donc on avait essayé de réfléchir à ça. Il n'y a pas de réponse simple. On a encore beaucoup de mal à comprendre. Ça me frustre beaucoup parce que j'ai eu la prétention d'écrire un livre sur un sujet que finalement je me rends compte que je maîtrise pas complètement. Mais voilà, l'idée était de poser une première pierre et puis de se dire qu'on va construire le mur tranquillement tous ensemble. Mais en tout cas, il y a des pistes qu'on voit arriver, en particulier en informatique, où effectivement des algorithmes sont perçus comme étant racistes. Mais il faut trouver une solution rapidement parce que c'est un problème qui touche quand même beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, ça pose le problème des variables sensibles. Et c'est vrai qu'on a du mal à échapper aux corrélations des variables en grande dimension sur les jeux de données massives. De même en data privacy, très difficile d'échapper à ces corrélations. Sur les variables sensibles, comment sont-elles traitées dans les différentes géographies ? Que faut-il faire ? Faut-il fermer les yeux sur ces variables ? Ou bien, au contraire, les collecter et débiaiser les modèles ? Quelle est ta recommandation, Arthur ? Oui, la question de ce qu'est une variable sensible est un problème compliqué dans le sens où c'est très contextuel, tant au niveau géographique qu'au niveau temporel. On le voit bien sur la question du genre qui est revenue au devant de la scène il y a quelques années, mais qui n'était pas présente il y a plus de 60 ans. Le mouvement de libération des femmes a montré que la question, en particulier des salaires des femmes, était une question réelle, et le traitement des assurances, mais de toutes les ventes de biens
discriminer sur la base du genre, poser question. De la même manière aussi, on a ces questionnements sur la race, qui est un gros sujet aux États-Unis, où effectivement, longtemps, en particulier dans les États du Sud, aux États-Unis, il y a eu cette discrimination forte entre les personnes noires et les personnes blanches, pour faire simple. Donc, on voit un petit peu ce que sont ces variables sensibles, mais on a encore du mal à pointer clairement le doigt sur ce qui est autorisé et ce qui l'est pas. En particulier, quand on commence à regarder la législation, quand j'avais fait le rapport pour l'ILB, j'avais regardé un petit peu beaucoup d'États aux États-Unis et de provinces au Canada, puisqu'en fait, le droit des assurances est un droit qui est par État et par province. Et ce qu'on voit, c'est que des variables qui sont considérées comme acceptables dans certains États le sont parfois pas dans l'État juste à côté. Et donc, on pourrait se dire que malgré une culture commune, le droit ne traite pas de la même manière les différentes variables sensibles, et c'est relativement dérangeant. Il y a certaines provinces au Canada, par exemple, où on n'a pas le droit d'utiliser l'âge comme variable de discrimination en assurance automobile, ce qui peut paraître un peu étonnant pour des Européens ou dans d'autres États, mais voilà, il y a des positions qui ont été prises dans certains États. Alors, ce qui est une variable sensible est vraiment un sujet compliqué. On pourrait se dire c'est une variable sur laquelle on n'a pas la main. C'est qu'effectivement, le sexe est quelque chose que je ne décide pas. Ma race est quelque chose que je ne décide pas. Et en fait, là où ça devient ambigu, ça paraît relativement naturel, sauf qu'en fait, généralement, ce qu'on va dire, c'est que la discrimination se fait pas sur le sexe, mais elle se fait sur le genre. Le genre, par contre, est quelque chose sur laquelle qui est quelque chose de beaucoup plus social. Et cette question de l'identité sociale, elle est importante. De la même manière, la race, en fait, n'existe pas. Et pourtant, c'est un critère qu'on utilise. Donc, il y a besoin c'est pas des critères qui sont génétiques. C'est souvent des critères qui sont affirmés comme identité sociale, qui sont des variables sensibles. Donc c'est un sujet compliqué parce qu'on a du mal à comprendre et à mettre le doigt sur ce qu'est effectivement cette variable sensible. Les juristes prennent des positions, en particulier sur le genre, par exemple. En Europe, on a décidé qu'on n'a pas le droit de discriminer sur le genre. Alors, je dis le genre pour simplifier, j'ai l'impression que c'est sur le sexe. Mais là encore, c'est compliqué, puisque de toute façon, on ne sait même pas ce qu'utilisent les assureurs comme information. Pour en avoir discuté avec plusieurs, la manière dont ils traitent le genre, généralement, c'est la civilité qu'on utilise quand on se remplit un contrat d'assurance, qui est « est-ce que vous voulez que je vous appelle monsieur ou madame ?» Et c'est ça qu'on va utiliser comme étant le genre. Donc là, on le voit, c'est quelque chose qui est affirmé par la personne. Je me souviens pas que quelqu'un ait fait un test génétique à une personne qui voulait souscrire un contrat d'assurance automobile. Donc c'est pas vraiment le sexe qu'on regarde, c'est une espèce d'affirmation de ce qu'est la personne. Mais voilà, c'est un sujet compliqué dans le sens où effectivement, c'est des variables qu'on a du mal à clairement identifier. Et l'autre problème, c'est effectivement toutes les corrélations. C'était la blague de Coluche qui disait pour les personnes qui sont à la fois noires, petites, moches, ça va être beaucoup plus dur pour elles. Et c'est effectivement le problème, qui est que quand on commence à cumuler toutes ces variables sensibles, pour ces personnes, ça devient compliqué d'avoir des prix acceptables. Après, tu posais la question aussi de collecter ces données. Ça, c'est aussi un gros sujet, en particulier en France, où longtemps, la stratégie a été de dire on va fermer les yeux. Et ne pas collecter de données sur des questions raciales, par exemple, permettrait de ne pas avoir de problème raciaux. On voit que ça ne marche pas. Et surtout, on ne voit pas comment traiter le problème. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Alors, l'INSEE a trouvé une solution qui est de poser la question sur l'origine des parents. Donc, on a le pays le pays de naissance des parents, par exemple, qui donne une information qu'on pourrait relier à une question ethnique. Mais voilà, ça reste assez peu satisfaisant parce qu'il y a une espèce de mythologie qui est de dire qu'en se fermant les yeux, on éviterait le problème. Et c'est le gros sujet de la question des discriminations. Ça a été très bien dit par deux juges de la Cour suprême américaine qui disaient deux choses complètement opposées. Le premier disait, si on veut ne pas discriminer, ne discriminons pas. Et donc, quelque part, oublions la question raciale pour être certain de ne pas être raciste. Et l'autre disait, non, si on veut quelque chose d'équitable, il va falloir mettre en place la discrimination positive pour recréer un équilibre qui n'existe plus. Donc on voit qu'on a une ambivalence assez profonde sur laquelle ça va être difficile effectivement de prendre des positions claires et arrêtées. Mais en tout cas en France, ça va être difficile de traiter la question raciste sans collecter des données qui seraient en lien avec ce problème racial. Donc il faut collecter des données, et c'est ce que montre aussi la dernière étape que j'aborde dans mon livre, qui est la question de ce qu'on appelle en anglais mitigation, qui est comment atténuer une possible discrimination. Et pour pouvoir atténuer, il faut intégrer cette variable. Donc si jamais on pense effectivement que des personnes noires se veulent proposer une assurance à habitation qui est plus élevée et qu'on ne veut pas l'avoir, qu'on ne veut pas soit pour des questions éthiques, soit pour des questions légales, dans ces cas-là, il va falloir l'intégrer dans le modèle pour corriger et donc mettre en place la discrimination positive. Donc on a besoin de collecter ces données pour pouvoir les corriger.
Pour revenir au sujet de mutualisation dont tu parlais tout à l'heure, et notamment sur cette blague de Coluche, effectivement, les algorithmes vont être de plus en plus performants pour discriminer. Est-ce qu'il n'y a pas là un dilemme difficile, voire impossible à résoudre pour les assureurs ? Mais je pense que c'est une fausse question dans le sens où c'est pas la question que devraient se poser les assureurs. Je pense que si on revient aux bases de l'assurance, la base de l'assurance, c'est vraiment cette idée de mutualisation. On va mettre de l'argent en commun pour couvrir des risques auxquels pourraient faire face un certain nombre d'entre nous et indemniser ceux qui auront été victimes d'un accident ou d'un événement malheureux. Mais le principe de l'assurance, c'est qu'il faut proposer une prime un montant de prime que l'assuré est prêt à payer. Donc on oublie assez souvent cette question économique qui est que l'existence d'un contrat repose sur un prix acceptable tant pour l'assureur que pour l'assuré. Et je pense que cette question d'efficacité, c'est pas une bonne manière de voir les choses. Quand on a un algorithme d'intelligence artificielle, effectivement, on se dit, si jamais je veux identifier des gens sur une photo, j'aimerais bien que l'algorithme ne se trompe pas. Et en particulier, on peut penser à tout ce qui est mis en place, par exemple en santé, où quand on détecte quelque chose de bizarre sur une radiographie, on préférait éviter des faux positifs, on préférait éviter des faux négatifs. Donc on a besoin de cette accuracy qui est quelque chose d'important. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le sujet en assurance. En assurance, effectivement, on aura envie de faire payer un peu plus cher quelqu'un qui prend plus de risques. Mais si la personne est prête à payer plus pour plusieurs raisons, par exemple, on peut avoir des gens qui sont un peu altruistes. Est-ce que c'est vraiment si gênant que ça ? Ça marche très très bien en assurance automobile, par exemple. De par la création du système bonus-malus en France, on avait mis en place, donc le bonus-malus, je rappelle, il est plafonné en haut et en bas. On ne peut normalement pas aller en dessous du bonus à 50, et en haut, je crois qu'il est majoré à 350%, quelque chose comme ça. Mais le fait de ne pas pouvoir aller en dessous des 50% faisait qu'on ne faisait pas payer la vraie prime aux gens qui avaient peu de risques, parce qu'effectivement, ils pouvaient aller plus bas. Mais l'idée qui était globalement acceptée, en tout cas, j'ai l'impression, c'est qu'on était prêt à payer un peu plus en se disant mieux vaut que les bons conducteurs payent une prime un peu plus élevée. En contrepartie, on peut avoir des mauvais risques qui continuent à s'assurer à un prix décent. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est que ça évite les exclusions. C'est que si tout le monde paye son vrai risque, entre guillemets, même si je me demande si cette construction intellectuelle a du sens, on aurait assez facilement des exclusions. Mais une question profonde que pose l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'il existe un risque sous-jacent fondamental ? Et comment est-ce qu'on essaye de l'estimer ? On le voit assez bien quand on regarde des images. Par exemple, quand on veut identifier un chat ou un chien sur une image, on sait qu'il y a une réalité qui est que c'est un chat ou que c'est un chien. En fait, le problème de l'assurance, c'est qu'on suppose qu'il existe un risque sous-jacent qu'on n'observe pas et que l'algorithme va pouvoir l'estimer. Et je ne sais pas si c'est pertinent de voir les choses comme ça, parce que, quelque part, est-ce que tu as vraiment 8,7% de chance d'avoir un accident ? Est-ce que c'est ça qu'on veut essayer d'estimer ? C'est ce que va nous donner le modèle, mais on n'est pas capable de savoir si c'est vrai. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées historiquement sur les probabilités de ce qu'on appelle du one-shot, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour estimer correctement quelque chose qui ne se répète pas. Les probabilités, le problème, c'est que ça se définit généralement de manière fréquentiste. Un pile ou face, on sait qu'on a une chance sur deux parce qu'on peut répéter 1000 fois l'expérience. Mais pour une personne, quand on regarde son contrat d'assurance sur un an, ça va se réaliser une seule fois. La personne aura peut-être un accident ou peut-être en aura pas. Et en fait, on est incapable de savoir si jamais il y a effectivement ce risque sous-jacent. Donc, c'est vraiment, je pense, une construction intellectuelle de ce qu'est le risque qui mérite d'être questionné. L'IA propose une réponse qui peut ne pas être pertinente. C'est que l'IA, effectivement, va essayer d'estimer cette probabilité qu'on va essayer d'imaginer, probabilité d'avoir un accident, mais en le faisant, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui ont très peu de chances d'avoir un accident, pour lesquels ils vont prédire quelque chose de très très faible, et des personnes qui auront beaucoup plus de chances d'avoir des accidents, qui vont avoir des probabilités très élevées. Les modèles historiques compressaient un petit peu ces probabilités, ce qui faisait que les primes entre un très bon conducteur et un très mauvais conducteur étaient relativement restreintes. L'IA a fait exploser ces bornes, et on fait face à un vrai problème qui est le risque d'exclusion d'assurance, parce qu'une IA aurait prédit des probabilités beaucoup trop élevées qui n'auraient pas de sens. On l'a vu très clairement à la fois sur des exemples de données historiques, mais aussi en faisant des compétitions. C'était quelque chose que j'avais commencé à faire à partir de 2015, où je donnais des bases de données à des assureurs en leur disant faites-moi des propositions de tarifs et puis je vais créer des compétitions. Ma question était qu'est-ce qui se passe quand on met des modèles en compétition, puisque c'est généralement une question qu'on ne regarde pas quand on est actuaire. Et on s'est rendu compte effectivement que les modèles d'IA posaient vraiment des problèmes dans un marché d'assurance, dans le sens où ils pouvaient proposer des primes très très faibles à certaines personnes et au contraire beaucoup plus élevées à d'autres. Donc il y a vraiment des questionnements qui sont posés par l'IA, par le machine learning pour faire simple, sur la construction des tarifs.
sur lesquels on n'a pas encore vraiment de réponse, si ce n'est que ceux qui l'ont testé réellement, ceux qui ont fait vraiment des modèles d'IA, généralement en sont revenus. Donc l'impression que j'ai, c'est que c'est pas la solution sur les questions d'assurance. La réponse très rapide serait de dire, effectivement, j'estime très très bien une certaine probabilité que je pense être à 2,7%, mais l'année d'après, quand on met à jour les modèles, la probabilité va beaucoup changer. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pas. Faire doubler ou tripler une prime d'assurance à un individu en supposant que tout d'un coup son risque a explosé, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable d'un point de vue marketing. Donc peut-être que la réponse viendrait juste de la pratique qui nous dirait c'est pas ce qu'on veut. On n'en a pas besoin et je pense que ça revient au point de départ que je disais, qui est que je pense qu'on se pose une mauvaise question. L'assurance, à la base, c'est la vente d'un contrat entre un assuré et un assureur. On se met d'accord sur un prix. Il faut que le prix soit acceptable pour les deux. Il faut qu'il semble juste. Là encore, faut définir le terme juste. C'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps sur cet article pour l'ILB. Mais voilà, qu'est-ce que c'est qu'être juste globalement dans un portefeuille d'assurance ? Encore faut-il que le risque soit assurable. Nous y reviendrons juste après la pause musicale. Tu as choisi un morceau de Arcade Fire. Tu peux nous en dire un mot ? Je vis à Montréal, tu l'as évoqué tout à l'heure. Effectivement, je suis professeur à l'UQAM depuis quelques années. Arcade Fire, c'est le grand groupe de Montréal, qui est absolument incroyable, avec des musiciens hors pair. Et ils avaient enregistré ce morceau, alors qui n'est pas sur un album. Ils l'avaient fait de mémoire à l'époque des primaires américaines, sur la question du climat, sur la question de l'impatience. On veut tout maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour gérer des questions de long terme quand on est impatient et qui pose vraiment la question de comment est-ce qu'on fait avec tous les incendies de forêt et les ouragans. Voilà, Arcade Fire, surtout le chanteur et la musicienne principale, Régine, vivent maintenant en Nouvelle-Orléans. Et effectivement, ils le voient très clairement, ce problème de l'assurabilité des risques. Et je trouvais que ça répondait bien à des points sur lesquels je travaille depuis quelques temps maintenant, qui est la question de l'assurabilité du climat. Et comment est-ce qu'on fait pour tenir compte, c'est une question que j'avais posée dans un article récent dans Risque, qui est comment est-ce qu'on fait pour intégrer des questions de long terme quand on s'intéresse à des contrats d'assurance qui sont généralement à très court terme. Et voilà, je trouve que la chanson répond un petit peu à ces questions. On écoute. Wait a little longer, and the times are gonna change. They say wait until tomorrow. Yesterday is always strange. They say wait until you're older, and you will understand. They say the generation's coming, but I don't think they understand that I am not a patient man. I can't wait. I can't wait. Too little, too late. Too little, too late. Ha ha ha. They say wait until you're ready. Wait until your number's called. They say wait, all we need is love. But darling, California's burning, New Orleans is waiting for the flood. I can't wait. I can't wait. Too little, too late. They think they can take us down. Nous voici de retour. Donc les effets du changement climatique effectivement se font sentir. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus sévères, ont tendance aussi à corréler les risques individuels. Alors on a vu depuis longtemps le coût de ces catastrophes naturelles augmenter exponentiellement. Les assureurs depuis des décennies l'ont observé. Comment, Arthur, les distributions statistiques des risques se déforment-elles et les risques de catastrophes naturelles restent-ils assurables aujourd'hui ? La question est un peu compliquée parce que on a beaucoup de mal à voir ce qui se passe. Je trouve que les catastrophes naturelles posent beaucoup de questions, en particulier la question de l'ambiguïté des modèles.
À l'époque où je discutais avec des assureurs et des réassureurs, je me souviens qu'on avait regardé des modèles 4, par exemple, et on avait été assez surpris de voir les décorrélations de ce que pouvaient prédire des modèles 4 quand on leur donnait les mêmes tempêtes en entrée, par exemple. Ce qui pose quand même beaucoup de questions sur la construction de ces modèles. Mais c'est des sujets compliqués parce on l'évoquait un tout petit peu avant la pause musicale, mais c'est effectivement le fait qu'on est sur des tendances de très long terme qui semblent relativement faibles. C'est l'histoire de la hausse de 2, 3, 4 degrés qu'on envisage pour la fin du siècle. On a envie de se dire, mais c'est pas grand-chose, des variations de 2 degrés, on en observe tout le temps. Et ça paraît incroyablement abstrait. Et le problème des catastrophes, c'est que souvent, quand on raisonne en moyenne. Effectivement, en moyenne, on va augmenter de 2 ou 3 degrés sur un horizon temporel relativement loin. Mais le problème du climat, c'est essentiellement des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que tout d'un coup, la forêt va être un peu plus sèche. Et quand la forêt est un peu plus sèche, le risque d'incendie, il augmente. Et si le risque d'incendie, il augmente, tout d'un coup, il va faire encore plus chaud. C'est typiquement ce qu'on avait observé au Canada il y a maintenant plusieurs mois. C'était l'incendie de la ville de Lytton, en Colombie-Britannique, où effectivement, une ville a disparu parce qu'il y a eu un dôme de chaleur. Et on se rend compte qu'il y a des événements qui surviennent parce qu'on a des boucles de rétroaction permanentes qui font que les risques, même si jamais l'augmentation, elle semble relativement faible, on pourrait appeler ça une exponentielle, mais effectivement, il y a quelque chose une espèce de boucle énorme qui amplifie les événements. Et c'est un vrai sujet compliqué parce que c'est aussi quelque chose qui n'avait pas été pris en compte pendant assez longtemps par le GIEC, qui était qu'effectivement, à force de regarder des tendances moyennes, on ne voyait pas les catastrophes qui touchent les assureurs. Regardez le cœur de la distribution, ne dit pas ce qui se passe dans les extrêmes. Et donc, il y a une différence assez profonde entre des observations qu'on observe en moyenne, par exemple le réchauffement des océans, qui est une tendance lente de long terme, et la survenance d'ouragans qui semble augmenter rapidement. Donc, les effets sont pas du tout linéaires. On a des boucles de rétroaction qu'on observe assez classiquement dans des mécanismes, dans les problèmes de physique. Et ces boucles de rétroaction font que le risque climatique en tant que tel explose. Et le deuxième volet, c'est pas juste le risque sous-jacent, c'est aussi la valeur des biens. C'est qu'on a de plus en plus de personnes qui vont s'installer au bord du littoral. On va avoir des maisons qui coûtent de plus en plus cher. C'est typiquement ce qui avait été observé en Floride, où effectivement, il y avait eu ce paradoxe qui avait été observé à partir des années 90, qui était tout le monde savait que le risque allait augmenter, et pourtant, de plus en plus de monde allait acheter une maison là-bas. Et l'immobilier flambait. Donc c'était vraiment assez paradoxal de se dire que à la fois le risque augmentait, mais que la valeur des biens augmentait. Donc on se retrouve avec un cumul de dangers pour les assureurs, puisqu'eux ne regardent pas que le risque sous-jacent, mais plutôt le remboursement qu'il va falloir assurer derrière. Donc ça reste relativement compliqué et on l'a vécu récemment. Il y a des problèmes, en particulier aux États-Unis. Donc la Floride, on le connaît depuis assez longtemps et on le vit réellement. C'est-à-dire qu'il y a des assureurs qui font faillite. De mémoire, le prix de l'assurance en Floride moyen, il doit être à peu près d'entre 5 000 et 6 000 $ par maison, ce qui est quand même énorme quand on pense à un crédit. Enfin, quand on veut acheter une maison, il faut se dire qu'on a en plus une assurance importante à payer. Récemment, c'est en Californie, où on a vu aussi des assureurs se retirer à cause du risque d'incendie. Donc on voit que les assureurs ont pris conscience de ce risque, mais pas encore les assurés. Et je pense que c'est ce décalage qu'on est en train de vivre. Il y avait une conférence de mémoire où un assureur américain avait dit, en fait, les assureurs sont un peu comme le canari dans la mine de charbon, qui est qu'ils vont prendre conscience du danger avant les gens. Et effectivement, on le sait, les réassureurs tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps. Les assureurs le font maintenant, et on espère que à la fois les autorités publiques et les assurés vont prendre conscience du risque et essayer de trouver un mécanisme qui soit durable sur le long terme pour couvrir ce genre de risque qui augmente et qui va augmenter. Tu parlais à l'instant du désengagement de certains assureurs à cause des feux de forêt, inondations, sécheresses. Est-ce qu'on voit dans les contrats déjà des clauses d'exclusion de certains risques, à l'instar de ce qu'on a par exemple en France là, sur les risques terroristes? Est-ce que tu observes ça de l'autre côté de l'Atlantique? C'est quelque chose d'important, effectivement. Alors, il y a quand même une différence, je pense, assez profonde de culture que je l'ai pas encore bien analysée, j'ai encore du mal à la comprendre, mais il y a une différence de culture assez profonde entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Par exemple, si je le dis un peu de manière simpliste, quand on regarde les programmes d'actuariat, on voit que la question de la solvabilité est une question importante dans les programmes d'actuariat, parce que je pense que culturellement en Europe, la solvabilité est un sujet important. Solva 2 en est la preuve, je pense. Les Européens veulent des compagnies d'assurance qui honorent leurs engagements. L'assurance, c'est la vente d'une promesse. Je donne de l'argent à l'assureur, mais j'espère qu'en contrepartie, il m'indemnisera quand j'aurai un accident. Cette partie-là, elle n'existe pas en Amérique du Nord.
La question de la solvabilité, très longtemps, elle n'a pas été présente dans les cours d'actuariat. Et moi, j'avais des élèves qui sortaient des formations d'actuariat à Québec qui ne connaissaient même pas le mot solvabilité. Donc, il y a effectivement une grande différence, et c'est ce qu'on observe en Floride, où finalement, un assureur peut faire faillite. C'est pas de chance pour ceux qui s'étaient assurés chez lui. Ça, c'est un sujet dont on ne veut pas entendre parler en Europe, et c'est sûrement très sain. Mais voilà, il y a une différence profonde de culture sur ce sujet-là. Mais effectivement, beaucoup de risques ne sont pas couverts en Amérique du Nord. Alors, parce que donc, le marché est assez libéralisé, donc il n'y a pas de demande forte pour se couvrir contre certains risques. Mais là aussi, le problème, c'est que les risques sont importants. Je me souviens sur les tremblements de terre en Californie, il y a des assureurs qui avaient proposé des couvertures. Le problème, c'est qu'en les tarifiant de manière actuarielle, on se rendait compte que les prix demandés étaient trop élevés et personne ne voulait acheter les couvertures. Donc ça, c'est aussi un sujet compliqué qu'on a. Si je le fais un peu rapidement, c'est un sujet compliqué, mais assez fascinant d'un point de vue conceptuel. Est-ce que je préfère être face à un risque tout seul ou est-ce que je préfère faire face à un risque avec une collectivité ? Si on y réfléchit 2 minutes, est-ce que je préfère que ma maison soit détruite par un incendie ou par une explosion de gaz qui détruirait mon immeuble, ou est-ce que je préfère qu'il y ait une inondation qui détruise tout le quartier ? En fait, le problème, c'est que si jamais je suis tout seul face au risque, c'est moi qui dois aller discuter avec mon assureur, je dois lui demander de me payer une nuit d'hôtel, voire plusieurs nuits d'hôtel, il doit m'aider, je me retrouve seul à me battre contre lui. Si jamais tout le quartier est détruit, tout d'un coup, on fait face à une solidarité, à une aide qui va nous permettre d'avoir un gymnase pour dormir. Et donc, quelque part, on a presque envie d'être détruit, d'être bien détruit par une calamité naturelle qui toucherait plus de monde, qui créerait de la dépendance et qui créerait une solidarité implicite ou explicite, on pourra discuter de ce point-là, mais de la collectivité ou des puissances publiques. Donc effectivement, on sait que l'État va intervenir. Le problème, c'est est-ce qu'il doit le faire explicitement ou pas. Ça, c'est un sujet compliqué. En France, ça a été tranché. Effectivement, on a le mécanisme CatNat qui dit les assureurs proposent de l'assurance. En contrepartie, l'État est réassureur. Donc si jamais les dépenses dépassent l'argent dont on dispose pour rembourser ces sinistres, l'État le paiera. Alors l'État, ça n'existe pas, ça sera payé par l'impôt derrière, mais disons qu'il y aura en tout cas un mécanisme de solidarité qui va exister. Aux États-Unis, c'est pas forcément le cas. Effectivement, on se pose la question de savoir si l'État va intervenir, mais il y a aussi une question profonde qui est que beaucoup de choses ne sont pas assurées, en particulier tout ce qui relève de biens publics. En Californie, par exemple, beaucoup de feux de forêt sont causés par des mauvais entretiens de lignes de haute tension. Les lignes haute tension, c'est pas un particulier qui va aller les fixer, donc c'est le problème de à qui ça appartient, qui doit les gérer. Récemment, il y a la question aussi des barrages. Les barrages en Californie sont vieux et mal entretenus. Il devrait y avoir des autorités publiques qui contrôlent et qui payent pour ça, et c'est pas le cas. Donc on voit qu'il y a un enchevêtrement compliqué entre ce qui relève des particuliers, ce qui relève des puissances publiques et ce qui relève aussi des entreprises. Et c'est la même chose pour le risque d'inondation. C'est qu'effectivement, moi, si jamais je vois que ma maison, plutôt une maison que j'ai achetée il y a longtemps, tout d'un coup devient à risque à cause du changement climatique, c'est particulièrement ce qu'on observe au bord du littoral, qu'est-ce que je peux faire ? C'est difficile de trancher tout seul et de se dire je vais me construire ma petite digue. Non, ça marche pas. On est obligé de raisonner collectivement face à ces risques-là. Donc c'est un sujet qui mérite effectivement qu'on réfléchisse tous ensemble et qui risque d'augmenter. Enfin, c'est le principe du changement climatique. C'est un risque qui augmente, mais il faut qu'on s'y mette tous ensemble pour pouvoir trouver une réponse intelligente. Il y a des réponses qui commencent qui sont arrivées depuis longtemps en Europe, mais c'est assez nouveau en Amérique du Nord. Par exemple, au Québec, le risque d'inondation, c'est un risque qui semble être découvert et tout le monde semble démuni parce qu'on ne sait pas trop comment le faire. Et en particulier, ça pose la question de la justice. C'est qu'effectivement, quelqu'un qui a acheté une belle maison qui est une vue sur le Saint-Laurent, c'est très joli, mais pourquoi est-ce qu'on devrait créer une solidarité pour payer ces gens qui ont décidé de s'installer dans des zones qu'on sait inondables ? Donc c'est des sujets complexes qui, à mon avis, relèvent plus trop de l'actuariat et des modèles, mais qui relèvent plutôt de choix sociaux et de décisions politiques. Oui, et peut-être de réglementation aussi, réglementations qui se durcissent, notamment en France. Peut-être dernière question, comment vois-tu l'évolution du partenariat public-privé dans les décennies à venir ? Quelle est ton analyse ? Comme je le disais, le partenariat public-privé, il est indispensable. Et il est indispensable essentiellement parce que, tant sur la couverture et sur les montants en jeu, il va falloir soit mettre en place des tranches de réassurance potentiellement avec des cat-bonds ou ce genre de choses, mais c'est ce qui a pu être fait par exemple au Mexique sur le tremblement de terre, où effectivement l'État a décidé d'intervenir, mais essentiellement en lançant un cat-bond pour proposer une couverture. En France, c'est pas le cas, mais l'assureur est là, l'État est là en tant qu'assureur en dernier ressort. Mais il y a peut-être besoin d'aller un peu plus loin, en particulier, je pense, sur tout ce qui est prévention.
l'État peut sensibiliser, peut-être même aller beaucoup plus loin dans la sensibilisation. C'est carrément demander au pouvoir public de respecter les interdictions de construction en zone inondable. Potentiellement, il y a aussi besoin d'avoir des discussions avec des architectes et des urbanistes. Peut-être que ma maison pourrait être considérée comme étant inondable, non pas par ma faute, mais peut-être parce qu'il y a à quelques kilomètres de chez moi une route complètement bétonnée, un bord de rivière, et tout d'un coup, si l'eau déborde, elle va finalement arriver chez moi. Donc des travaux qui sont faits en amont peuvent avoir des conséquences importantes. Donc on voit l'importance de raisonner globalement sur ces questions-là. C'est aussi toutes les travaux d'architecture qui ont pu être faits, moi je pense en particulier en Chine, où ils ont fait ce qu'ils appellent des sponge cities, qui consistent à utiliser des matériaux qui absorbent l'eau quand ils rentrent. Donc au lieu de bétonner des bords de rivière, tout d'un coup on met un matériau qui va éponger et qui va absorber l'eau quand il arrive, ce qui, mine de rien, ressemble étrangement à ce que faisaient des marais. Enfin, on voit qu'on redécouvre là aussi des mécanismes ancestraux. Enfin, on a eu beaucoup de discussions au Canada sur les cultures autochtones, et effectivement, on se rend compte que dans les zones où on avait des présences de ce qu'on appellerait des Indiens, des autochtones, qui avaient une culture de la coupe du bois, il y a eu beaucoup moins d'incendies, parce qu'effectivement, ils avaient un savoir ancestral qui était fondé d'énormément de bon sens, qu'on a complètement oublié, où tout d'un coup on s'est mis à planter des arbres qui n'ont rien à faire ensemble et qui tout d'un coup se mettent à flamber. Enfin, il suffit de penser au Portugal avec toutes les forêts d'eucalyptus qui n'ont rien de naturel, qui ont été plantées de manière un peu stupide, et on voit que dès qu'on commence à faire preuve d'un peu de bon sens, tant sur les arbres que sur le béton et toutes ces choses-là, tout d'un coup le risque diminue. Donc on voit que les assureurs, ils arrivent un petit peu à la fin, ils sont là pour agiter un petit peu des clochettes en disant attention, il y a un danger, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en amont, qui demandent du temps et surtout qui demandent une volonté forte. Alors, là aussi, tu me questionnais un peu sur les différences entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Un problème, par exemple, en France, c'est que beaucoup de forêts sont privées. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que des règles sont respectées, en particulier quand il s'agit de créer des zones coupe-feu? Voilà, quand on a des forêts publiques, c'est plus simple. J'ai envie de dire, enfin, je pense que c'est plus simple, en tout cas. Mais voilà, c'est toute cette imbrication compliquée entre ce qui relève des individus, ce qui relève d'une collectivité. Mais on voit qu'en s'y mettant tous ensemble, on devrait pouvoir trouver une solution. Mais il y a besoin de s'asseoir autour d'une table et effectivement de voir comment est-ce qu'on partage les coûts. Puisqu'en fait, c'est fondamentalement ça l'assurance, c'est du partage de comment est-ce qu'on répartit la richesse d'un gâteau entre les risques et comment est-ce qu'on met en place des systèmes qui soient pérennes, dont on n'aurait pas besoin de changer tous les 10 ans le fonctionnement. Donc le mécanisme CatNat a fonctionné un certain temps. Je pense qu'effectivement on arrive aux limites. Il va falloir se poser autour de la table pour y réfléchir, mais voilà, je suis d'un naturel optimiste, donc j'ai envie de croire qu'on va trouver une solution, mais il y a besoin en tout cas de se poser et de prendre conscience des risques qui viennent. La solution sera collective. Je crois que nous allons retenir ce message très important. Merci Arthur. Merci à toi.